Alors, comment pouvez-vous demander à la jeunesse d'avoir un espoir que le pouvoir va mettre en place les mécanismes pour que chacun trouve sa place? C'est ce que dit la Constitution, lorsque les nominations, même les admissions au concours, c'est souvent un système de patronage par affinité familiale, clanique, ethnique, le village, et ainsi de suite. On a vu ce procès. Ce qui nous anime, c'est l'avenir d'Embauchi. Mais quand deux grands généraux, accompagnés des colonels, des capitaines, vous disent que ce qui nous intéresse, c'est l'avenir d'Embauchi, ça suppose que dans les instances du pouvoir, nous allons privilégier les nôtres. Mais Colline Makosso peut avoir aussi le même raisonnement. Pascal Tatima Biala a aussi le même raisonnement. Vous prenez le cas de l'UPADES, là où les jeunes UPADésiens de Wesso sont très dynamiques, ils font un travail de dingue. Arrivé à l'élection législative, on découvre Tatima Biala Ikale. Vous voyez? Alors, ces jeunes UPADésiens de Wesso qui se battent tous les jours pour l'existence de l'UPADES, ils comptent pour quoi? Pour du beurre. Évidemment pour du beurre, puisque, in fine, le saint patron de l'UPADES pourra positionner ses enfants, ses neveux, ses amis. Et donc, le système congolais est tellement vissé, verrouillé, ce qui fait qu'il ne reste plus aux jeunes au Congo s'ils veulent exister. Ben, soit ils sont comme bébé noir, soit ils vont faire des braquages, ou soit ils vont épouser une fille capable de leur donner 1,5 milliard de francs CFA. Chers téléspectateurs de R7, bonjour. J'espère que vous êtes nombreux à nous suivre aujourd'hui parce que nous allons aborder un sujet combien important pour notre pays, la République du Congo, un sujet qui concerne tous les Congolais, toutes les familles congolaises. J'ai nommé la jeunesse. Aujourd'hui, il y a un vrai débat dans notre société, en tout cas, il y a un fait sociétal, c'est qu'on s'interroge sur la place de la jeunesse à la fois dans les institutions, la place de la jeunesse en politique, dans la culture, dans l'emploi, l'éducation. Je parlais de la société. Comment cette jeunesse peut-elle prendre sa place? Mais c'est quoi d'abord la jeunesse? Qu'est-ce qu'on entend par la jeunesse et quelle est la part de la jeunesse dans notre population, dans notre démographie? Voilà autant de sujets qui aujourd'hui intéressent toute personne, qu'elle soit citoyen lambda, homme d'affaires, femme ou homme politique. Évidemment, on doit se poser la question sur cette catégorie de la population qu'on appelle chez nous la jeunesse. Alors, pour préparer mon édito, j'ai essayé d'aller fouiller à gauche, à droite, tellement qu'on a un gros problème de la documentation pour notre pays quand on veut mener les recherches, peu importe le domaine. Donc, je suis allé regarder un peu, par exemple, sur le plan démographique, combien nous sommes aujourd'hui, nous, le Congolais de Brazzaville. Alors, on tourne autour de 6 700, 6 900 000 habitants au Congo-Brazzaville, dont à peu près entre 45 et 50% de la population du Congo, ce seraient des personnes entre 0 et 25 ans. On est au-delà de 50% quand on prend jusqu'aux 30 ans. Mais lorsqu'on prend seulement de 0 à 20 ans, on peut déjà avoir autour de 2 600 000 habitants. Donc, vous imaginez que 2 600 000 habitants dans une population de 2 900 000, ça fait de nous un pays, mais vraiment très, très, très jeune. Et d'ailleurs, juste à l'entrée, je vous demande de regarder un peu la pyramide des âges au Congo-Brazzaville, ce qui reflète aussi la pyramide des âges dans toute l'Afrique noire. Je vous laisse regarder et je vous fais un petit commentaire. Lorsque vous regardez la pyramide des âges, qu'est-ce que les démographes nous enseignent? Alors, c'est une pyramide des âges élaborée par la Banque mondiale, et qui dit Banque mondiale dit FMI, dit les institutions financières, notamment internationales, comme le Club de Madrid, le Club de Paris, et même les grandes puissances, les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, qui travaillent avec les pays africains, notamment le Congo, qui vont essayer de soutenir le Congo dans son travail,
toutes ces puissances-là vont regarder ces chiffres-là. Voilà. Donc, c'est pour cela que je vous précise que ce sont les données de la Banque mondiale, c'est-à-dire en termes d'universalité, ce sont des données fiables. Je ne vous dis pas que c'est la vérité, mais c'est consensuel. Parce que qu'est-ce que la vérité? C'est un autre débat philosophique. Mais c'est consensuel. Donc, tous ceux qui voudront investir au Congo, s'ils sont sérieux, ils prendront cette pyramide des âges. Ils vont interroger les démographes spécialistes du Congo pour leur donner la cartographie de la population congolaise. Donc, qu'est-ce que cette pyramide des âges nous enseigne? Quand vous regardez la base, donc tout en bas, et c'est ce qu'on appelle en démographie, comment on appelle ça, le schéma de pyramide en as de pic, parce que vous voyez comment ça descend, une large base et le sommet très, très, très pointu. On appelle ça donc la pyramide en as de pic, parce que ça rappelle l'as de pique dans les jeux de cartes. Et lorsque vous regardez en Europe, notamment, en tout cas les pays occidentaux, bref, les pays développés, on parle d'une pyramide en ogive, c'est-à-dire qui rappelle un peu l'explosion atomique qui prend une forme d'ogive avec le centre qui est très gonflé parce que c'est là où on va trouver la plus grande partie de la population. En Afrique noire et notamment au Congo, la grande partie de la population, ce sont les jeunes. Et vous voyez que c'est vraiment très, très, très large. On est presque à la moitié de la population. Donc, nous avons beaucoup de jeunes au Congo. Et si on monte jusqu'à 35 ans, eh ben, on est déjà autour de 55-60% de la population congolaise. Alors, cette jeunesse, qu'est-ce que ça représente pour notre pays, le Congo? Ça représente à la fois un espoir, une dynamique, un gage d'investissement, puisque la première ressource d'une nation et d'un État, c'est sa population. Et donc, une population très dynamique. Mais attention, cette jeunesse suppose aussi une problématique, une difficulté, des problèmes à gérer et à régler. Je vais vous expliquer. Il faut savoir que dans toutes les sociétés du monde, la jeunesse a toujours été un problème, c'est-à-dire que ces jeunes qu'on aime bien, qu'on admire, qui sont nos enfants, nos nièces, nos neveux, nos petits-enfants, et j'en passe, posent aussi des problèmes de comportement, des problèmes, comment on appelle ça, avec la loi, le non-respect des règles et des valeurs de la famille, le non-respect des codes sociaux, le non-respect de la loi, toujours dans les états limites, à aller chercher toujours de l'excitation, ils sont hyperactifs et souvent les adultes, ça les préoccupe. Et ne vous inquiétez pas, toutes les sociétés du monde ont des problèmes avec leur jeunesse. Pour faire bref, plus proche de nous, donc le général de Gaulle a fait cette expérience avec la jeunesse française, notamment des étudiants, et donc il a été tellement secoué qu'il n'a pas trouvé d'autre choix que de quitter la France en catimini, personne ne le savait, et il est allé à Baden-Baden voir son beau-fils, le général Massu, et si je ne me trompe pas, qui dirigeait une base militaire en Allemagne. Mais qu'est-ce que le général Massu lui a dit? Parce que le général Massu, c'était aussi un homme de grande sagesse, de grande réflexion. Il lui a dit, mais c'est vous le président, oui, donc la jeunesse s'est levée contre vous, oui, mais vous repartez et vous assumez vos fonctions. Et donc, De Gaulle est revenu en France, assumer ses fonctions. Donc, vous aussi, obligez les hommes politiques congolais à assumer leurs fonctions, c'est-à-dire à respecter les prérogatives de la Constitution. La Constitution leur demande, puisque ce sont eux qui gèrent nos richesses, de s'occuper de vous. Eh bien, ils doivent le faire et vous devez leur imposer, quitte à ce que vous puissiez faire des marches. Mais vous avez, en 1987, si je ne me trompe pas, en Chine, la jeunesse estudiantine qui a failli mettre fin au Parti communiste dans les mouvements qu'on a connus, le mouvement de Tiananmen. Tiananmen a été un mouvement qui a sérieusement ébranlé le Parti communiste chinois, l'État chinois. Maintenant, entre griffes, le bon côté, les conséquences plutôt, ça a été dramatique au niveau des jeunes, des étudiants et tout, mais sur le plan social, le pouvoir chinois a compris, tout comme en France, De Gaulle avait compris que si je ne prends pas au sérieux les problèmes de la jeunesse, si je ne prends pas au sérieux les politiques de la jeunesse, attention, la société peut être déstabilisée. Et d'ailleurs, toutes les sociétés contrôlent deux catégories de personnes.
les femmes et les jeunes. Donc, vous verrez que les sociétés les plus traditionnelles, les plus dures, difficiles, ce sont toujours les sociétés où se pose la problématique de comment on contrôle les femmes, le corps des femmes, la sexualité des femmes et comment on contrôle l'excitation des jeunes. Voilà deux sujets souvent dans les sociétés. Pour rester dans notre cas des jeunes, un jeune, c'est qui? Un jeune, c'est à la naissance, on nous disait pendant les cours de philosophie au lycée, à la naissance, l'âme est une tabula rasa. Donc l'âme est une coquille vide, l'enfant est une coquille vide dans laquelle, cette coquille, on va injecter des choses, ce que certains sociologues appellent des comportements, des manières, des habitudes. Bourdieu parlait des habitus. Tout habitus est un habitus de groupe, de classe, de famille, de société. Par exemple, on entend souvent certains parents dire à leurs enfants, eh, kosala bongo te, hein? Na famille na biso makambo wana tolingi yango te. Ah, te. Uta bokoko na biso makambo wana toyebi yango te. Eh, mambo ngeni ngebika, bet mambi na famille abiti kelve. Bakoko abeti vanda pilinve dongo aussi. Donc, c'est ce qu'on a appelé la socialisation primaire. Et ça, dans toutes les familles du Congo, vous les avez. Et donc, les gens font des références à de l'histoire des ancêtres et autres, mais tout ça pour quelle finalité? Permettre à la jeunesse, donc à la jeunesse familiale, d'être un membre d'eux. On se reconnaît entre nous parce qu'on se partage certaines valeurs familiales, claniques, ethniques. Sauf que lorsque cette jeunesse arrive à un âge donné, cette jeunesse doit quitter la sphère familiale pour entrer dans la sphère sociale, c'est-à-dire commencer ce qu'on appelle un processus de socialisation. Alors, le premier processus de socialisation, c'est une socialisation groupale, familiale, ethnique, clanique, comme vous voulez, et c'est important parce que ça permet de structurer l'individu. Sinon, l'individu va laisser libre cours à ses pulsions, à ses émotions, à ses envies. Or, aucun individu dans n'importe quelle société ne peut laisser libre cours à ses pulsions, à ses envies. Les pulsions doivent être éduquées et dominées. Ça, c'est très important. Nous tous, les individus, les 8 milliards que nous sommes sur la Terre, nous avons les pulsions de mort, nous avons les pulsions de vie, nous avons la jalousie en nous, nous avons l'envie de meurtre ou de faire du mal ou encore de reproduction. Tous les êtres vivants de la Terre ont ces pulsions, ont ces manières. Maintenant, l'éducation familiale, son rôle, c'est d'orienter la façon d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses pulsions, et même, on vous oblige d'étouffer, d'enfuir, de contrôler, de dominer vos pulsions. Donc, lorsque cet enfant arrive dans l'espace social, la société prend le relais pour continuer ce travail qui consiste à dire, ça, ce sont les habitudes de notre pays, ça, ce sont nos valeurs, ça, c'est ce que nous acceptons, et ça, nous refusons. Et quand un individu, c'est-à-dire un Congolais, pose des actes contraires à la volonté collective par rapport à la loi, aux règles, à la morale, évidemment, il y a toute une série de lois pour encadrer, prévenir, et si ce n'est pas possible, sanctionner même de manière de plus forte pour réprimander. D'où l'existence des prisons, l'existence de lieux d'exclusion, ainsi de suite. Mais dans cette volonté de chaque État de ne pas laisser à ces jeunes faire n'importe quoi, attention, faire n'importe quoi, ce n'est pas faire mal, forcément. Par exemple, des jeunes oisifs qui refusent d'aller à l'école, qui préfèrent rester dans leur quartier, jouer aux jeux de cartes ou de se raconter comme on l'a connu à l'époque, paix à son âme, Georges Mbada qui nous racontait les Lissapong. Et les Lissapong, c'était plutôt les dimanches soirs. Et quelle était l'envie des jeunes de mon époque le lundi matin? Mais le lundi matin, quand on se retrouvait à l'école, ce qu'on avait envie de faire, c'est de se raconter les Lissapong à ceux qui se sont endormis et qui n'ont pas eu l'opportunité d'écouter le Lissapong. Et moi, je me souviens, au collège, c'était compliqué pour
les surveillants pour que voilà, les élèves rentrent dans les classes parce qu'on veut raconter le Lissabongue, mais on veut aussi raconter le match du dimanche. Surtout quand il y a eu Diable Noir Étoile ou Diable Noir Cara, Cara Étoile, évidemment, les commentaires, et même sur le lieu de travail, pour faire une parenthèse, même sur le lieu de travail, nos parents prenaient beaucoup de temps à se raconter le match du dimanche soir et le Lissabongue du dimanche. Donc, vous voyez que c'était une manière aussi d'éduquer la population, de structurer. Et donc, ça, c'est un plaisir que les jeunes ont de se retrouver entre eux, de se raconter des choses. Mais du côté de l'État, alors je vais exagérer un peu, du côté des adultes, on a le souci de contrôler la jeunesse et de structurer la jeunesse pour que la jeunesse entre dans ce qu'on appelle le projet national. La nation n'existe pas, la nation est une construction. Quelle histoire commune on veut construire? Si vous prenez les jeunes de Wesso, c'est normal. Tout jeune de Wesso, peu importe son ethnie ou sa tribu d'origine, dès lors qu'il est né à Wesso, il a grandi à Wesso, il réagit comme un homme de Wesso. C'est un homme de Wesso. Un Congolari, un Kuni Vili, même un type de la cuvette qui habite à Wesso, les enfants qui vont naître à Wesso et qui vont grandir à Wesso jusqu'à l'âge de 20 ans, 30 ans, n'attendez pas qu'ils réfléchissent comme un Vili de Pointe-Noire ou comme un Pounou de Dunyari ou comme un Bembe de la Bouenza ou encore comme un Boshi de la cuvette. C'est pas possible. Aucun sociologue ne vous dira ça. Il va réagir comme un vrai enfant de Wesso. Et prenez les enfants de Wesso, les originaires de Wesso, qui vont grandir à Brazzaville ou à Pointe-Noire, eh bien, quand ils vont arriver à 30 ans, ils vont réagir comme un vrai Vili de Pointe-Noire. Vous allez dire, oh, mais Azali Movilio, Azali Moto Yawiso. Eh bien, c'est ça la vie. Donc, les 342 000 km², selon là où les gens sont nés, ils vont avoir les manières de l'environnement où ils sont nés. L'être social détermine la conscience sociale qui elle-même a une influence sur l'être social. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour que cette jeunesse soit une jeunesse dynamique dans le sens du projet national, du projet congolais, c'est-à-dire au service du Congo, de la République, de la nation, de l'État, eh bien, il appartient à l'État d'élaborer les projets publics pour que la jeunesse soit à son service. Mais si la jeunesse est laissée de côté, les parents eux-mêmes sont en difficulté, ils n'éduquent plus. Au contraire, ils attendent que les enfants aillent à l'extérieur faire des petits boulots, des petits business, parfois même des actes de délinquance pour ramener de la plus-value et de l'argent à la maison. Mais il ne faut pas en vouloir aux jeunes. C'est la responsabilité des parents qui sont en difficulté, mais surtout de l'État qui démissionne. Et en préparant ces documents, je suis allé regarder un peu que dit la Constitution et je suis tombé sur l'article 29 de notre Constitution, la Constitution de mars 2015. L'article 29 dit « L'État assure l'épanouissement de la jeunesse. À ce titre, il garantit notamment le droit à l'éducation et l'égal accès à l'enseignement et à la formation. L'État garantit aussi la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la Constitution. Et la Constitution, c'est quoi? C'est notre contrat social. Si vous voulez qu'on... J'invite tous les professeurs de philosophie qui enseignent du contrat social. Ne vous arrêtez pas à Jean-Jacques Rousseau, à Thomas Hobbes ou à John Locke. Prenez toujours les exemples sur notre propre pays. Nous avons notre contrat social à nous, c'est la Constitution. Et celui qui doit mettre en pratique le contrat social, c'est l'État congolais à travers le gouvernement, le Parlement, Assemblée nationale et Sénat, et au plus proche des populations, à travers les institutions spécialisées de l'État, qui sont les préfectures, les départements, et sur le plan local, la mairie. Donc, tout Congolais, tout jeune Congolais qui est malade, il a le droit de faire le siège de la mairie de sa maison pour que la mairie puisse débloquer les mécanismes constitutionnels pour qu'il se soigne. Parce que ce n'est pas lui qui l'a dit, mais c'est la Constitution qui le dit. Et si le maire dit « je ne peux rien faire », il démissionne. Ça suppose que les moyens que l'État met à sa disposition, au lieu de l'utiliser pour la jeunesse,
il utilise ça pour lui. Et si le maire pense que, via la Constitution, son supérieur ne lui donne pas les moyens, charge au maire d'aller chercher ces moyens-là. Ce n'est pas aux citoyens. Et si au niveau des départements et des préfectures, on vous dit aussi qu'on n'a pas les moyens de soutenir la scolarité, de protéger les plus faibles, celui qui ne peut pas se soigner, celui qui n'a pas à manger, eh bien, charge au président du conseil départemental et au préfet de se référer à leur ministère de tutelle. Ce n'est pas à la population de subir, et notamment les jeunes. Et si le ministère dit aussi au préfet et au président du conseil départemental que nous n'avons pas les moyens, eh bien qu'ils aillent voir le premier ministre et le président, parce que ce sont eux qui ont prêté serment devant les Congolais en disant « Nous allons gérer les biens de la nation pour respecter la Constitution, c'est-à-dire offrir à chaque jeune au Congo le droit à l'éducation et l'égal accès à l'enseignement et à la formation. Et chaque Congolais qui fera un choix de formation, l'État est obligé de subvenir à ses besoins et de soutenir. L'État reconnaît tous les citoyens le droit de travail et crée les conditions qui en rendent effective la jouissance. Article 30 de la Constitution. L'État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et l'État crée les conditions. Or, Colline Makosso, Denis Sassou Nguesso et tous vous disent mais les jeunes doivent se débrouiller, ils ne doivent pas attendre l'État. Mais dans ce cas, brûlons la Constitution, chers jeunes. Parlons des vrais sujets. Dans ce cas, on brûle la Constitution. Chaque jeune va chercher son baril de pétrole. Il va le vendre comme il veut. Et Motonamoto Abongisa. Hein? C'était la devise du PCT, Motonamoto Abongisa. Non, l'État, la nation, la République, ce n'est pas Motonamoto Abongisa. Il y a des gens qui ont dit aux Congolais, je prête serment que j'utiliserai la richesse du Congo au service de la nation et surtout de la jeunesse. Année 2024, année de la jeunesse, ce n'est pas la devise de Moïni Volodidi. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Moi, je ne fais que pousser les jeunes à la réflexion, à la pensée et à la pensée pensante bien pensée. Parce que le but de ma pédagogie, c'est premièrement de vous aider à penser par vous-même, écoutez ce que les autres disent, mais ayez l'esprit critique, mais aussi à penser vos pensées si quelque part il n'y a pas d'erreur. La science évolue par erreur corrigée. Si on se trompe, ce n'est pas grave, mais les autres peuvent nous apporter la lumière. Donc, voilà, chers téléspectateurs de R7, que la Constitution nous dit que c'est le rôle de l'État, à un moment donné, de prendre la suppléance de la famille et d'apporter à la jeunesse le nécessaire pour sa vie, pour sa santé, pour son éducation et pour son emploi. La Constitution ne dit pas que l'État doit employer, non, mais l'État crée les conditions pour que l'employabilité des jeunes soit possible. Et si vous allez plus loin dans la même Constitution, même en matière de santé, dans les articles 30, vous trouvez que l'État, notamment l'article 36, l'État est garant de la santé publique. L'État garantit le droit de créer les établissements socio-sanitaires privés dans les conditions fixées par la loi. Or, vous avez les hôpitaux ou les cliniques de fortune qui créent plus de la mort que de donner de la santé aux enfants. Donc, nous avons un texte constitutionnel qui donne à l'État les pouvoirs nécessaires et les moyens nécessaires en tant que gestionnaire des richesses du Congo pour apporter à la jeunesse congolaise le bien-être social, le bien-être humain. Mais qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? Et d'ailleurs, c'est parce que depuis les indépendances jusqu'aux années 70-80, c'est parce que l'État congolais, depuis les indépendances jusqu'au moins 1980, a su jouer ce rôle que nos parents, pour certains, les grands-parents, ont bénéficié de ce système-là. Attention, la constitution de 2015 n'est pas la première constitution au Congo. Je crois qu'avec Sassou, c'est la 8e. Mais la constitution congolaise, les différentes constitutions congolaises garantissaient déjà aux Congolais ce cadre d'existence. Pour exemple, prenez tous nos grands-parents et tous nos parents, sans exception, ceux qui ont eu la volonté d'aller à l'école, qui a payé lui-même ses études?
Qui a payé lui-même ses fournitures scolaires? Je vous rappelle qu'à l'époque de Denis Sassou Nguesso, Marien Gouabi, Louis-Sylvain Goma, Pascal Issouba, Massamba Deba, Youlou, et j'en passe, Titélé, euh, tous, tous de cette génération qui sont nés sous la colonisation jusqu'aux indépendances, ceux qui arrivent au pouvoir au Congo en 1960 pendant les indépendances, qu'ils viennent de l'armée, de l'enseignement, peu importe, tous ont vu leur scolarité payée par le Congo. De la colonisation au début des années 80. En matière scolaire, le Congo indépendant a bénéficié d'une situation relativement privilégiée, héritée de la colonisation. Brazzaville, sa capitale, était la capitale de l'Afrique équatoriale française, ainsi lieu de formation des cadres colonisés, les évolués, dont avait besoin le système colonial, après la conférence de Brazzaville, 1944. D'où une infrastructure scolaire relativement importante. Un réseau public et un réseau privé chrétien ayant en 1960, année de l'indépendance, 112 000 élèves, du primaire au secondaire, pour une population nationale de 780 000 habitants, dont près de 25% de filles. Héritage enrichi par la loi scolaire de 1961 ayant pour principe le droit à la scolarité pour tout enfant vivant au Congo, une scolarité obligatoire de 10 ans, de la première année du primaire à la quatrième année du secondaire, correspondant à la fin du collège, du système français en vigueur au Congo-Brazzaville, la gratuité des fournitures scolaires. Cette loi de 1961 est abrogée et remplacée par la loi scolaire de 1965 qui nationalise, laïcise l'école, en supprimant le réseau appartenant à l'Église chrétienne, transformé en propriété de l'État congolais. La scolarisation devient ainsi plus massive 10 ans après l'indépendance. La population scolaire, du primaire au secondaire a plus que doublé, passant des 112 000 de 1960 à 259 000 en 1970. Le Congo est ainsi placé parmi les pays les plus scolarisés de la planète, avec un taux officiel de près de 95%. Près de 900 établissements, du préscolaire au secondaire, ont été ouverts en une vingtaine d'années d'indépendance. Plus l'université de Brazzaville, cycle inexistant jusqu'en 1964, accompagne cette scolarisation massive la subvention des fournitures scolaires par l'existence de l'Office national des librairies populaires. La gratuité des fournitures scolaires n'étant plus considérée, l'État la remplace par des prix à la portée des revenus les plus bas. Un lycée sur 3 possède un internat. Des élèves du secondaire reçoivent une aide scolaire ou bourse d'externat. Et tous les étudiants régulièrement inscrits à l'université, aussi bien à Brazzaville qu'hors du Congo, sont boursiers. Il y a aussi l'alphabétisation des adultes n'ayant pas été scolarisés pendant la période coloniale, pour laquelle le Congo reçoit le prix d'honneur de l'UNESCO en 1970. Que ce soit la colonie du Moyen Congo ou l'État congolais, par l'argent du Congo. Leurs parents à eux n'ont jamais acheté des fournitures scolaires. Et même nous qui arrivons à l'école à la fin des années, comment on appelle ça, à la fin des années 70, début 80, on a eu encore au début des années 80 la chance de trouver des manuels scolaires, des programmes scolaires dans les salles de classe. Nos parents avaient une allocation rentrée scolaire au Congo. Nos parents avaient une allocation rentrée scolaire pour préparer la rentrée des enfants et les manuels scolaires se trouvaient à l'école. Et on partait chercher les livres dans le bureau du directeur et jusqu'au lycée. Hein. Il y avait des livres qui étaient fournis et on pouvait étudier correctement. Les lycées avaient les laboratoires. Et d'ailleurs, pour vous montrer un exemple, les Mariens Gouabi, quand ils arrivent, toute cette génération, ce ne sont pas des gens qui ont souffert comme souffre la jeunesse d'aujourd'hui. Et c'est ça qui a permis à un grand leader politique comme Marien Gouabi de prendre le temps de réfléchir et d'élaborer une pensée politique. C'est ça qui a permis à Massamba Deba, à Pascal Lissouba, à Bernard Kolela, paix à leurs âmes, ceux qui nous ont quittés, à vivre décemment et avoir les moyens de réfléchir. Mais souvenez-vous que c'était avec tristesse qu'on a pu voir que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui lui-même applaudit que le Congo avait atteint un taux de scolarité de 100%, mais que progressivement, nous avons décidé de tout, euh, de tout tuer, de tout écraser, ou je ne sais plus quelle expression il a utilisée. On a tout détruit. Il dit on a tout détruit. Mais en détruisant cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a arrêté de mettre les enfants dans ce qu'on appelle les espaces de socialisation. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la jeunesse congolaise, dans quel espace notre jeunesse est socialisée? Quels sont les espaces de sécurisation où on dit, voilà, notre jeunesse, du lundi au vendredi, voilà ce qu'elle fait.
et le week-end, voilà ce qu'elle fait. Je vous laisse regarder, par exemple, ce qui se passe au lycée technique 5 février Denis Sassou Nguesso, où des élèves ont pu décrocher le drapeau. Tout le monde se rappelle de cet événement où les élèves décrochent le drapeau de la République, remplacent par un drapeau noir. Mais le message des jeunes, c'est de dire tout est noir, tout est obscur, notre avenir est obscur. Je vous laisse regarder et on continue notre exposé. Cette vidéo qui exhibe l'incivisme notoire des élèves au lycée technique et commercial du 5 février a fait le tour des réseaux sociaux et défraie la chronique. Le gouvernement, par la voix du ministre en charge de l'enseignement technique face aux responsables et élèves de l'établissement, parle d'un viol des symboles de la République. Qualifier cet acte d'un acte incivique, c'est dire bassement les choses. Il s'agit d'un viol. Le viol de la République. Le viol des symboles de la République. Et puisque tout viol est un crime, nous apporterons les solutions qu'il faut au crime. Le ministre Maguessa a déclaré que c'en est trop et qu'il tient à rétablir l'ordre dans ce cadre scolaire où les élèves brillent par le banditisme. Tous les responsables, ça veut dire les deux proviseurs, les directeurs des études, les surveillants généraux, plus les représentants des élèves, doivent nous identifier au plus tard samedi tout ce qui était autour de cet acte. Les inscriptions aux examens d'État des élèves des lycées techniques et commerciaux du 5 février sont suspendues. Les élèves de ce lycée ne pourront être inscrits qu'une fois que j'aurai reçu les parents des élèves en classe de terminale. Chaque élève, à cette occasion, devra se faire accompagner par son parent. Celui qui ne viendra pas avec son parent ne participera pas aux examens d'État. À compter de la semaine prochaine, les cours seront suspendus dans ce lycée jusqu'à la fin de mes échanges avec les parents d'élèves. Il est quand même malheureux qu'un lycée qui porte un nom aussi symbolique et plein de valeurs devienne un lycée où émerge le grand banditisme. Trop, c'en est trop avec le lycée du 5 février. Il faut qu'on arrête et on arrête à partir d'aujourd'hui. En attendant l'identification des élèves qui ont posé l'acte qui a jeté l'opprobre à la République, le ministre affiche ici son engagement à œuvrer pour que l'école congolaise retrouve ses lettres de noblesse. Donc, chers téléspectateurs de R7, on voit bien dans cette vidéo des jeunes qui ont décroché le drapeau. Mais pourquoi? Au lieu de se poser la question, pourquoi les jeunes en arrivent là, les élèves en arrivent là, dans un espace de socialisation où on va leur donner le savoir, mais aussi la culture professionnelle, on va leur donner de la citoyenneté. Donc, ils sont nourris à la soupe de la République et de l'État pour être des citoyens demain diriger notre pays. Quel message ils nous donnent? Au lieu de réfléchir à ça, vous avez écouté la réponse du ministre de l'enseignement technique, c'est la répression. Je convoque tous les élèves et leurs parents. Je suspends les inscriptions aux examens. Il n'y aura pas les examens. Alors, je rappelle que le ministre applique la loi. Mais le ministre n'est pas la loi. Il y a là vice de forme et de procédure. Le ministre applique la loi. Alors, il faut déjà démontrer que le ministre a raison de punir les jeunes. Déjà, il faut le démontrer. Est-ce qu'il a raison de prendre cette décision-là? Ce n'est pas parce qu'il est ministre qu'il a raison. Déjà, comment ces jeunes sont enseignés? Comment ils sont accompagnés? Comment la jeunesse au quotidien est occupée par les activités, y compris extrascolaires? Nous, quand on était jeunes, lorsque il n'y avait pas école, et parfois même après les cours à 17h, on partait jouer au foot. Est-ce que les installations sportives permettent aux jeunes d'avoir des occupations sportives après l'école?
Parce que l'être humain, ce qui est dangereux pour lui, c'est l'oisiveté. Et ça, c'est le rôle de l'État de penser l'occupation des jeunes pour que les jeunes ne se laissent pas entraîner par la débauche, y compris la débauche sexuelle, par le banditisme, parce que là où il y a le vide, la nature reprend ses droits. Rassemblement dans un commissariat de police à Brazzaville, en République du Congo. Ces policiers s'apprêtent à aller à la recherche des bébés noirs, des jeunes entre 13 et 30 ans qui, selon les autorités congolaises, sèment la terreur dans la capitale avec des armes blanches. Un phénomène de banditisme à ciel ouvert qualifié de terrorisme. Les bébés noirs sont des terroristes. Je dis bien, les bébés noirs ne sont que des terroristes. Ils tuent, ils pillent, ils violent les femmes. Des policiers passent à l'acte. Ce bébé noir présumé vient d'être interpellé à la grande satisfaction de certains habitants de son quartier. Bon, c'est une très bonne opération. Il faut éradiquer ces gens-là. Il faudrait les détruire. Ils ne doivent pas être nuisibles pour notre population. Au-delà de la traque, des acteurs de la société civile pensent que l'éradication du phénomène passe par la réinsertion sociale de ces bébés noirs. Il faut au préalable créer les centres d'accueil, donc les structures pour accueillir ces enfants-là. Mais je crois que quand ils ont passé 1 année, 2 ans dans ces centres-là, ils peuvent être réinsérés dans la société. Mais si on n'a pas ces dispositions-là, si on n'a pas ces centres-là, c'est une action nulle et non avenue. C'est dans des coins enclavés, difficiles d'accès, comme celui-ci dans le 5e arrondissement de Brazzaville, où l'éclairage public n'existe pas à la tombée de la nuit, que les bébés noirs opèrent souvent. Selon des témoins. Et là où il y a le vide dans la conscience humaine, là où il y a le vide dans les comportements humains, c'est l'animalité qui va s'exprimer. Pour éviter que l'animalité s'exprime auprès des jeunes, il faut que les parents éduquent les enfants, mais il faut surtout que l'État prenne le relais des parents pour continuer la socialisation secondaire, sans quoi, on revient. Et d'ailleurs, Lucien Malson a écrit un très bon livre qu'on appelle Les enfants sauvages de l'Aveyron. Mais ces enfants sauvages de Lucien Malson qu'on a étudiés au lycée au Congo, ils ne sont pas sauvages parce que c'est des bêtes sauvages, non? Enfants sauvages dans le sens où, lorsque l'être humain n'est pas éduqué, l'éducation, c'est l'animalité qui prend le dessus sur lui. Par exemple, un Mboshi qui naît dans la cuvette, si vous le mettez dans une famille américaine aux États-Unis dès l'âge de 6 mois, pour ne pas dire dès la naissance, mais on va prendre 6 mois, 9 mois, donc au moment du sevrage, mais il parlera anglais, exactement comme Bill Clinton ou Barack Obama, mais il ne parlera jamais Mboshi. Et si vous le mettez chez Poutine, il va parler russe. Et si vous le gardez dans la cuvette ouest, il parlera Mboshi. Est-ce que vous voyez? Donc, comment vous pensez éduquer les enfants? Comment ces enfants-là seront? Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Et donc, si nous voulons que notre jeunesse soit au service de la nation, mais qu'est-ce que nous donnons? Quelle exigence nous avons vis-à-vis de cette jeunesse-là? Et si on la laisse se débrouiller, pourquoi on est étonné qu'ils deviennent des bébés noirs ou des enfants sauvages? Et quelle étude sociologique, anthropologique, religieuse, éducative, pédagogique, économique faisons-nous de phénomène bébé noir? Parce qu'il faut une réponse. Mais la réponse, ce n'est pas de la brutalité du ministre de l'enseignement technique qui vient, qui dit plus personne ne s'inscrit, vous ne ferez pas l'examen si vous ne venez pas vous agenouiller devant moi. Mais même Dieu, l'homme a, comment on appelle ça, a défié Dieu. Combien de fois une institution humaine? Donc, nous avons au Congo, quand on voit cet exemple de ce lycée, une problématique dans la gestion de notre jeunesse. Et je vous disais tantôt, tous les États font face à leur jeunesse. Je vous rappelle qu'au Congo, vous êtes content d'étudier un grand philosophe qu'on a connu sous le nom de Socrate et son disciple Platon. Mais lisez Platon et Socrate au sujet de la jeunesse. Socrate se méfiait. Autant Socrate a été condamné pour corruption de la jeunesse, mais Socrate se méfiait des jeunes de son époque. Il était très dur vis-à-vis des jeunes de son époque. Platon aussi. Parce que la jeunesse a toujours été une catégorie incompréhensible par les adultes et les anciens. Mais chez nous, combien, moi je demande à Télé Congo,
de repasser et de créer des débats autour de la pièce de théâtre de Guy Menga, La marmite de Kokambala. Donc, pour vous dire que ce n'est pas une création nouvelle. Guy Menga nous enseigne dans La marmite de Kokambala ce royaume chez nous, où le chef est tout-puissant, où les adultes sont là, ils organisent le système social pour contrôler les femmes et les enfants, où les hommes n'ont pas le droit de regarder les femmes n'ont pas le droit de parler, les enfants restent à leur place et personne. Et donc, le statu quo total. Et entre jeunesse et adulte, pour ne pas dire vieillesse, vous avez toujours ce conflit entre les conservateurs adultes vieux, parce qu'ils ont des biens qu'ils veulent conserver, ils ont le pouvoir qu'ils veulent conserver, et les jeunes qui viennent les bousculer. Et le premier exemple, le tout premier exemple au Congo, de ce combat, eh bien, vous avez Marien Ngouabi d'un côté, avec les Kimboalankaya, les Mbéry Martin, et Massamba Deba avec son groupe de vieux. Le premier parti politique de Marien Ngouabi, ce n'est pas le PCT. Si je prends que sur le plan sociologique, le premier parti politique de Marien Ngouabi, c'est son groupement aéroporté des Bérets Rouges qu'il a créé en 1965 parce qu'on avait besoin d'un corps de parachutistes, mais il a fait de ça sa base pour sa pensée politique marxiste-léniniste. Et c'est cette base-là des militaires, des GAP, ils sont venus au Parti congolais du travail. Donc, quand on crée le Parti congolais du travail, Marien Ngouabi a déjà un groupe de jeunes avec lui qui sont des militaires qui le suivent, avec quelques civils comme les Ndala Graille et les autres qui vont le suivre. Mais ce sont des jeunes dynamiques, très, j'ai envie de dire, des éléphantaux qui veulent détrôner les vieux et prendre le pouvoir. Et d'ailleurs, ils ont réussi. Marien Ngouabi arrive au pouvoir, il a quel âge? 31 ans. Marien Ngouabi, président de la République, il a 31 ans. Il est remplacé par qui? Yombi, président de la République, 39 ans. Yombi lui-même sera battu en brèche 2 ans après et remplacé par un autre jeune président qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Il avait 36 ans. Donc, vous voyez que coup sur coup, on a eu au Congo un président de 31 ans, un président de 39 ans, un président de 36 ans. Et comment dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont diabolisés par le pouvoir des vieux qui pensent que les jeunes ne sont pas capables. Et eux-mêmes, ils sont arrivés, ils étaient jeunes. Demandez à Ndala Graille, demandez à Mbéry Martin, ils avaient quel âge quand ils arrivent? Pascal Lissouba, paix à son âme, arrive Premier ministre, il a 31 ans. Et donc, la question de la jeunesse doit être une question fondamentale pour notre pays. Et nous avons les moyens aujourd'hui au Congo pour traiter et régler les problèmes de notre jeunesse. J'ai parlé de l'école, mais je peux vous parler aussi de la formation. L'institution, qui a ouvert ses portes dans la capitale Brazzaville en 1975, fait face à l'un de ses plus grands défis, rester ouverte. Le directeur de l'école dit que la crise mondiale du Covid-19 a eu un impact financier important sur son école. Il y a aussi les dons qui ne sont pas venus, puisque la majorité des dons, les salaires viennent de France, une association qu'on appelle les Amis de l'école spéciale. Là-bas aussi, il y a eu des problèmes plus sérieux qu'ici au Congo, et raison pour laquelle nous avons un peu souffert, mais nous avons tenu bon. Les enseignants étant désormais payés de façon irrégulière, certains ont démissionné, ce que regrette le directeur, tant l'école a permis à beaucoup d'élèves de progresser. Avant, j'avais tellement de difficultés pour lire, pour compter, pour mieux m'exprimer en français. Depuis que je suis arrivé dans cet établissement, je trouve que je suis devenu un peu parfait du genre comment. Là, je sais lire, je sais m'exprimer en français et je suis parmi les meilleurs élèves de l'établissement. Certains élèves apprennent à lire et à écrire en français et d'autres apprennent des compétences professionnelles telles que la menuiserie. L'école spéciale m'a donné ce que je n'avais pas, tel que je ne savais pas lire, mais au moins là, je peux lire, je peux aussi écrire un mot, quelqu'un aussi peut lire. Tel que aussi le travail aussi, je ne savais rien. J'ai appris la menuiserie, j'ai commencé ici à l'école spéciale
Et puis, quand je finis ici, je fais 4 ans ici. Depuis la pandémie et la crise économique qui en a résulté, l'école a perdu beaucoup de ses financements. Et en attendant la reprise, elle compte sur des bénévoles pour continuer à donner des cours. Professionnel, il ne s'agit pas de faire une politique d'affichage. Parce qu'aujourd'hui, avec notre jeunesse, la difficulté, c'est que c'est la politique d'affichage. Le président dit année 2024, année de la jeunesse. Sauf que nous sommes au mois de juillet. Donc, on est au-delà de la moitié de l'année. 7 mois après, 0 emploi. 0 emploi. Mais qu'est-ce qu'on voit par contre? C'est que les jeunes qui arrivent à des fonctions, on met toujours en exergue, on met en avant le nom de son père prioritairement, le patronyme. C'est-à-dire que chez nous, pour exister, les jeunes qui peuvent exister, il y a un système de patronage par affinité clanique, ethnique et familiale. Et d'ailleurs, il y a quelques années, j'écrivais un article sur mon blog, La République des héritiers, en 2016, je me souviens. Quoi? Parce que le Parlement de 2016, le Parlement congolais en 2016, les élections législatives, notamment à l'Assemblée, vous prenez le parti au pouvoir, le PCT, le UKI ou MCDDI, et surtout l'UPADS, vous verrez que vous avez là-dedans, à 90%, les anciens dignitaires du monopartisme, suivis de leurs enfants, ou encore les anciens présidents, les anciens premiers ministres. J'étais assez étonné de voir la liste des membres du gouvernement et on dit, je ne sais plus quel nom, fille Moudi-Leno Masengo. Mais pourquoi vouloir préciser fille Moudi-Leno Masengo? Vous voyez, on nomme le nouveau directeur général de la police, fils Obami Itou. Alors, je me souviens, pendant la conférence nationale, il y a un qui a dit, mais déjà dans les années 60, nous, les enfants de pauvres, on nous disait, Beno, Betekwala Yuefila. C'est-à-dire que vous êtes venus nous accompagner. Alors, comment pouvez-vous demander à la jeunesse d'avoir un espoir que le pouvoir va mettre en place les mécanismes pour que chacun trouve sa place? C'est ce que dit la Constitution, lorsque les nominations, même les admissions au concours, c'est souvent un système de patronage par affinité familiale, clanique, ethnique, le village, et ainsi de suite. On a vu ce procès. Ce qui nous anime, c'est l'avenir d'Emboshi. Mais quand deux grands généraux, accompagnés des colonels, des capitaines, vous disent que ce qui nous intéresse, c'est l'avenir d'Emboshi, ça suppose que dans les instances du pouvoir, nous allons privilégier les nôtres. Mais Koliné Makosso peut avoir aussi le même raisonnement. Pascal Tsatima Biala a aussi le même raisonnement. Vous prenez le cas de l'UPADES, là où les jeunes UPADésiens de Wesso sont très dynamiques, ils font un travail de dingue. Arrivé à l'élection législative, on découvre Tsatima Biala Ikale. Vous voyez? Alors, ces jeunes UPADésiens de Wesso qui se battent tous les jours pour l'existence de l'UPADES, ils comptent pour quoi? Pour du beurre. Évidemment pour du beurre, puisque, in fine, le saint patron de l'UPADS pourra positionner ses enfants, ses neveux, ses amis. Et donc, le système congolais est tellement vissé, verrouillé, ce qui fait qu'il ne reste plus aux jeunes au Congo s'ils veulent exister. Soit ils sont comme bébés noirs, soit ils vont faire des braquages, ou soit ils vont épouser une fille capable de leur donner 1,5 milliard de francs CFA. Voilà un autre phénomène qui apparaît au Congo où on découvre que des jeunes filles, on ne sait pas pourquoi, ont de l'argent pour s'acheter les faits amoureux. Ce que nous pouvons faire, puisqu'il y a, comme ça au Congo, une perte d'illusion où les jeunes ne savent plus quoi faire. Mais il faut déjà rappeler aux jeunes Congolais, ce n'est pas une défaite, il ne faut pas désespérer. Parce que le Congo a été quand même un pays qui a compté en Afrique centrale, dans toute l'Afrique et dans le monde. Je vous donne quelques exemples. Nous étions un pays exportateur de tout ce qui est agriculture, café, cacao. Aujourd'hui, on oublie, on parle du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Mais nous aussi, on exportait le café et le cacao. Et d'ailleurs, Wesso, notre capitale du Nord, est une ville économique très, très, très florissante que le pouvoir néglige. Et c'est dommage. C'est dommage. À Wesso, on peut créer beaucoup d'emplois de sorte que
tout Congolais, qu'il soit de Pointe-Noire, de Brazzaville ou de partout, peut aller trouver du travail à Ouesso si nous faisons bien des choses. Mais rappelez-vous, nous avons eu l'université Mariam Ngouabi, qui existe toujours, mais dans quel état? Mais l'université Mariam Ngouabi accueillait les étudiants de beaucoup de pays d'Afrique centrale. Moi, j'ai eu, par exemple, des professeurs au lycée qui étaient des Tchadiens et des Centrafricains diplômés de l'université Mariam Ngouabi, donc qui avaient eu les bourses de l'État congolais pour étudier à l'université Mariam Ngouabi et qui sont restés enseignés dans nos écoles. C'est une plus-value pour nous. Nous avons connu, ça existe toujours, l'hôpital général. Vous avez beaucoup de pays d'Afrique centrale, au lieu d'évacuer leurs malades en Europe, les évacuer à l'hôpital général. Or, la jeunesse d'aujourd'hui ne le sait peut-être pas, peut-être que vous le savez, peut-être pas, mais je vous le dis. L'hôpital général était l'hôpital de référence en Afrique centrale. Les malades étaient évacués en Afrique centrale. Nos hommes politiques, présidents, ministres, étaient soignés à l'hôpital général. Le tout premier qui a commencé à aller se faire soigner à l'étranger et qui a tué notre système de santé, c'est Denis Sassou Nguesso. En 1974, Denis Sassou Nguesso est ministre délégué à la Défense. Il se soignait à l'hôpital général. Mariam Ngouabi, président, Massamba Deba, président, Youlou, ils se soignaient tous à l'hôpital général. Et c'est avec le règne de Sassou qu'on a commencé à tuer les institutions et les structures de santé, d'éducation. Sassou le dit lui-même. L'école des cadets, l'école préparatoire Général Leclerc, ce n'est pas l'école que des Congolais. L'école des cadets était l'école des sous-officiers de l'Afrique centrale. D'abord de l'Afrique équatoriale française, mais finalement toute l'Afrique. Tous les pays, beaucoup de pays africains envoyaient leurs sous-officiers se former, et même leurs officiers se former dans notre école des cadets. Mais qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui? Eh bien, il faut revoir les choses. Donc, nous avons eu, par exemple, le Congo pendant longtemps était considéré comme un pays de transit pour des pays comme la Centrafrique et le Tchad qui n'ont pas de bordure maritime et donc qui importaient et exportaient par le port de Pointe-Noire. Moi, je me souviens, je le sais parce que je me souviens encore de mon sujet de BMG. Mon sujet de BMG, pourquoi dit-on que le Congo est un pays de transit? On a eu ce sujet revenait souvent au BMG, aux différents brevets. Donc, vous voyez que nous avons eu un pays qui était bien, qui était florissant, qui était prospère, qui était en voie de développement. Et c'est pour cela que les jeunes de cette époque-là en ont tiré profit, qui sont devenus les vieux d'aujourd'hui, les Sassou Nguesso, tous ceux qui nous dirigent. Et au lieu de garantir le même système, de sécuriser ce système pour les jeunes qui vont arriver par la suite, je vous ai montré la pyramide des âges, chaque année, chaque décennie, on est encore dans cette structure démographique. Donc, il faut garantir ce système pour les autres jeunes qui vont venir. Or, au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué le système pour que leurs enfants puissent prospérer. Nous, on a été à l'école avec les enfants de tous les chefs que vous avez, je n'ai pas besoin de les citer. J'ai fréquenté toute ma scolarité au Congo. Eh bien, ces enfants des chefs qui ont fait leur scolarité jusque dans les années 1990, nous étions tous dans les écoles publiques. C'est maintenant les enfants de leurs enfants, les Claudia, les Christelle, les Vouba, les Ayessa, ont fréquenté les mêmes écoles que nous, les mêmes classes que nous. Mais maintenant, c'est leurs enfants qui envoient les petits-enfants dans d'autres écoles parce que leurs parents ont tué l'école publique. Or, aujourd'hui, le Congo a les moyens de remettre sur pied ce système. En quoi faisant? En réalisant déjà un vrai recensement de la population et de l'habitation ou de l'habitat, comme vous voulez, de savoir combien nous sommes véritablement, sans calcul politicien. Attention, sans calcul politicien. Pour que là où il faut, là où c'est nécessaire, qu'on puisse mettre en place les infrastructures dont les populations ont besoin et de responsabiliser les gens. Aujourd'hui, nous avons un ministère de l'Éducation nationale qui a un budget qui tourne autour de 300 milliards de francs CFA. Eh bien, l'objectif, c'est que tout le monde puisse en débattre. À quoi sert le budget de l'État, de l'Éducation nationale?
L'université Mariam Gouabi a un budget qui tourne autour de 60 milliards, si je ne me trompe pas, de francs CFA. Pourquoi? Est-ce que c'est suffisant? Mais c'est pour faire quoi? Comment les étudiants sont accompagnés? Comment on finance la recherche? Comment on fait de sorte que les jeunes soient bien formés, très bien formés et soient compétitifs? Ça, c'est très important. Nous, quand on a été à l'école, que ce soit l'école primaire, le collège et le lycée, nos enseignants étaient rigoureux, ils étaient stricts en disant ce que je vous donne comme enseignement, vous pouvez aller dans le monde entier, on ne vous dira pas que c'est nul et autres. Je me souviens à la faculté des lettres et des sciences humaines, à Bayardel, qu'il s'agisse de Théophile Obenga, à Banzounou, de Tister Tikaya, paix à son âme. J'ai eu Tister Tikaya comme professeur. Abraham Ndingambo, qui est un grand historien, ou encore Yvon Norbert Gambeg, Emmanuel Essakomba, paix à son âme. Tous ces enseignants nous disaient toujours, mais allez partout dans le monde, la méthodologie qu'on vous enseigne, elle est universelle. Moi, je me souviens des cours sur la méthodologie d'histoire ou métier d'historien, puisque j'étais au département d'histoire, mais ils nous disaient, allez partout, et c'est vrai. J'ai voyagé dans d'autres universités, j'ai appliqué cette méthodologie, personne ne m'a dit que c'était faux. Et j'ai écrit un article il y a quelques années, pi égale à 3,14, c'est une formule universelle. Et je vous dis à vous la jeunesse, croyez en ce que vous êtes, croyez à la science que vous apprenez. Et au Congo, nous avons des jeunes qui ont du talent. Cette année, le prix découverte RFI, c'est une musicienne, une rappeuse congolaise qui rafle le prix. Mais ce serait dommage de voir que cette rappeuse ne bénéficie pas des financements du ministère de la Culture. On peut avoir comme ça de la pensée, culture et jeunesse ou jeunesse et culture au Congo. Comment financer les jeunes qui ont du talent? À Pointe-Noire, je vous laisse regarder et je vous en parle. Pointe-Noire, poumon économique du Congo, est aussi connu pour son brassage culturel. Au quartier populaire de Fontiétier vit un orchestre pas comme les autres. Le Tempo Music, un groupe de jeunes artistes qui se caractérisent par l'originalité de leurs instruments, exclusivement composés d'objets de récupération. On ramasse tout dans les poubelles, les pots de peinture, les couvercles, les sacs avec lesquels les femmes font le marché. On récupère aussi des objets en caoutchouc et avec tout ça, on fabrique nos instruments. Autre particularité de l'orchestre, la batterie gérée par une fille, Michina, qui se passionne pour cet instrument depuis ses 2 ans. Ma mère souhaite me voir continuer dans la musique, mais mon oncle s'y oppose. J'ai dit à mon papa, non, vous avez refusé que je joue au foot. Laissez-moi faire la musique, c'est mon don. Vous savez que Werason a commencé la musique aussi jeune que moi et il a grandi dans cet art. Tous scolarisés, ces musiciens profitent des week-ends et des vacances scolaires pour vivre leur passion dans les principales artères de Pointe-Noire. Et grâce à leurs propres compositions ou des reprises de grands noms de la musique africaine, ils ont réussi à conquérir leur propre public. C'est quelque chose de génie, parce qu'ils ont vraiment, avec des petits trucs seulement, ils ont su faire quand même un orchestre pareil. Les Roga ont commencé comme ça dans le quartier à Ouenzé. Donc ces enfants-là, c'est les moyens qui manquent. S'il y avait des moyens, vraiment, c'est les enfants à progresser. Et c'est justement le problème de ces jeunes qui ne gagnent qu'entre 8 000 et 15 000 francs CFA par sortie, voire 25 000 pour une invitation. Trop peu pour leurs ambitions. À Pointe-Noire, vous voyez, il y a ces jeunes qui font de la musique après leur heure de l'école. Mais ces jeunes doivent bénéficier du soutien de la mairie de Pointe-Noire. Le service culturel de la mairie de Pointe-Noire doit accompagner de tels jeunes. La mairie doit avoir un budget de soutien aux jeunes créateurs. Quand vous dites que n'attendez pas tout de l'État, c'est vrai, vous avez raison. Ce n'est pas moi qui vais vous contredire. Mais attention, l'État met en place les moyens pour accompagner les jeunes créateurs. Aux États-Unis, c'est pareil. Bill Gates avait 0. Mark Zuckerberg, $0. Bill Gates, $0. Mais ils construisent des projets. Et l'État met en place des financements
pour accompagner les jeunes créateurs, les jeunes promoteurs, les jeunes qui ont du talent. Nous, les Congolais, on joue bien au football. Je vous laisse écouter le ministre des Sports. Mesdames et messieurs les journalistes et chers sportifs, j'ai souhaité cette communication ce matin parce que j'ai une nouvelle à apporter à l'opinion tant nationale qu'internationale. Vous vous souvenez que le stade Alphonse Massamba Déba est resté fermé pendant un bon moment parce que nous avions perdu la bonne qualité de notre pelouse synthétique et c'est pour cela que l'homologation nous a été retirée par les deux instances qui sont la CAF et la FIFA. Alors, vous avez le ministre des Sports, Hugues Ngolondele, qui vous dit on n'a pas d'installation sportive même pour jouer un championnat. Comment voulez-vous que les jeunes qui ont du talent footballistique puissent éclore, puissent intégrer les championnats en Europe ou partout ailleurs, apporter de la plus-value, de la fierté, de l'image pour le Congo-Brazzaville, lorsque le ministre lui-même voue son incapacité. 6 ans après, il est incapable de gérer les problèmes de sport chez nous. Alors, dites-moi, cette jeunesse, quel est le vrai projet du gouvernement pour la jeunesse? A contrario, quels sont les projets alternatifs pour notre jeunesse venant des partis politiques de l'opposition, comme Yuki, comme l'UPADS, le RDD, le RDPS et j'en passe. Chaque député devrait vous dire c'est quoi sa politique de la jeunesse. Est-ce que le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de la Culture, le ministère de l'Emploi, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire, supérieur, enseignement technique, les directions interministérielles par rapport à la jeunesse, quelles sont leurs politiques, quelles sont leurs progressions, qu'est-ce qu'ils pensent de notre jeunesse? Les bébés noirs ont une date de naissance. On a vu apparaître ce phénomène-là. Mais qu'est-ce que chaque ministère a fait? Y compris, j'ai oublié, le ministère de la Justice sur le traitement de la délinquance de mineurs. On ne peut pas traiter un mineur comme un adulte, je viens de vous le démontrer. Un mineur qui n'a pas été éduqué, ce qui va s'exprimer en lui, c'est l'animalité. Donc, il faut un traitement pour la justice des mineurs. Et donc, on a eu d'ailleurs les centres de redressement pour mineurs au Congo. À l'époque, si je ne me trompe pas, vous me contredisez dans les commentaires, c'est pas grave, je peux me tromper, qu'on appelle Louvakou. Louvakou est connu au Congo comme étant un centre de rétention pour mineurs, c'est-à-dire c'est là où on envoyait les mineurs délinquants pour être éduqués et préparés à des formations professionnelles. Pourquoi on ne reprend pas ces idées-là aujourd'hui et encadrer notre jeunesse au lieu de les laisser partir? Pour terminer, je voudrais quand même vous dire, vu cette jeunesse qui est dynamique, qui a de la création, mais l'État doit accompagner cela par des formations professionnelles. Le ministère de l'enseignement technique, quels sont nos besoins en termes de petites et moyennes entreprises? L'agriculture, on nous a promis une agriculture à naine, agriculture à grave. Est-ce que cette jeunesse ne peut pas être formée pendant une année ou deux et envoyée sur nos terres agricoles? On a plus de 10 millions d'hectares de terres cultivables, de terres arables. On n'utilise que 400 000. Au lieu de donner le reste aux Rwandais, nous avons un lycée agricole. Nous avons une université agricole au Congo. Mais pourquoi ces jeunes-là ne pas les former, ne serait-ce qu'avec un niveau brevet d'agriculture, c'est-à-dire certificat d'aptitude professionnelle en agriculture, et les envoyer là-bas? Gouverner, c'est prévoir. Pas que pour aujourd'hui, mais pour le futur. Dans tous les petits boulots, le commerce de détail. Pourquoi ne pas former notre jeunesse dans le commerce de détail alors que notre commerce en général est phagocyté à 95% par les étrangers? Je ne suis pas contre les étrangers, mais on doit sécuriser le commerce de détail, c'est-à-dire le commerce au plus près des Congolais,
qui doit être occupé par des Congolais. Quels sont les métiers pour lesquels on préserve les Congolais? Il n'y en a pas. Donc, il nous faut vraiment une vraie analyse approfondie sur notre jeunesse que de manipuler nos jeunesses dans les églises ou dans les partis politiques. On leur donne un peu les miettes, ils applaudissent le chef et tout le monde est content. Non, notre jeunesse doit être sécurisée par sa santé, par sa formation professionnelle et par son insertion sociale et professionnelle. Et ça, c'est très, très, très important d'avoir des politiques d'inclusion dans notre société si nous voulons que la société soit dynamique au service de la nation et de l'État. Une dernière chose que je ne voudrais pas voir dans mon pays, ce sont les associations d'étudiants à caractère régional ou tribal ou départemental. Quand je vois une affiche où on dit les étudiants, le collectif ou l'association des étudiants du Niari souhaite bon courage, bon examen aux élèves du Niari, ça, c'est grave et gravissime à ne plus jamais répéter. Lorsque vous êtes étudiant, vous êtes Congolais, vous n'appartenez plus à une famille, vous n'appartenez plus à un clan, vous n'appartenez plus à une tribu. Vous appartenez à la République du Congo, vous appartenez à l'État congolais et vous appartenez à la nation congolaise. Monseigneur Kombo, je me souviens, pendant la transition, lorsque Milongo arrive Premier ministre, Bernard Kodela et avec certains fanatiques ont voulu étouffer Milongo dans le cercle du pôle. Je me souviens de la réaction de Monseigneur Kombo qui a dit à Milongo, attention, le cadre n'appartient pas à sa famille. Le cadre n'appartient pas à son clan, à sa tribu ou à sa région. Le cadre est national. J'étais jeune étudiant à l'époque. Le cadre est national. Chers jeunes, réagissez, parlez, pensez, posez des actes en tant que citoyen congolais et non pas en tant que Kuni, Kounou, Lumbu, Bembe, Kamba, Bomitaba, Makwa, Mboshi, Kouyou, et j'en passe. Là, on se trompe et on joue les jeux des politiques, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition. Il faut que vous, la jeunesse, vous montrez que vous êtes dans le dépassement de la tribu-classe. Et ça, c'est votre combat. Tant que vous serez derrière les hommes politiques pour des petits billets et vous êtes prêts à en découdre au nom de votre tribu ou de votre famille, vous faites les jeux des leaders politiques au Congo aujourd'hui. Et ils vont vendre le Congo comme ils ont commencé avec les terres. Et on ne sait pas ce qui a été déjà vendu. Votre vigilance, c'est de vous définir toujours et toujours comme un citoyen congolais. Que vous soyez de Ouesso, de Pointe-Noire, de Djambala, de Dolizy, d'Oyo, d'Evo, de Dongou, de Mosaka, quand on vous pose la question au lycée, tu es d'où? Ah non, je suis congolais. Oui, mais d'où? Je suis congolais. Et bien, moi qui vous parle, souvent on me demande, mais monsieur, vous êtes d'où? J'ai dit, je suis du Congo. Oui, mais vous êtes d'où? J'ai dit, je suis du Congo. Qu'est-ce que vous voulez? Si je vais à Ouesso, je suis chez moi. Mais ça, il faut que ce soit matérialisé. Quand je suis à Pointe-Noire, je suis chez moi. Quand je suis à Kikala, je suis toujours chez moi. Nous qui avons la chance d'avoir fait des études universitaires, c'est la responsabilité qui nous incombe aujourd'hui de construire la nation et de dépasser nos familles, nos tribus, nos régions. Ça, ce n'est pas possible. Donc, notre jeunesse, on ne peut pas la sacrifier. C'est pour cela que Sparte et Athènes, qui sont aussi des exemples dans l'éducation des enfants, savaient que la famille est souvent un danger lorsque l'enfant arrive à l'âge de 7 ans. C'est pour cela qu'à Sparte, on retirait l'enfant de la famille à l'âge de 7 ans pour qu'il soit socialisé dans l'armée. On nous a enseigné ça de façon liminaire, de façon brutale en disant ils prenaient les enfants dès 7 ans, on les envoyait dans l'armée. C'est faux. C'était les modèles éducatifs qu'ils avaient trouvés pour que la famille ne puisse pas corrompre ses enfants. Parce que dans toutes les pédagogies, la famille n'est bonne pour l'enfant que jusqu'à l'âge de 6 ans, 7 ans. Après, il faut que l'État rapidement prenne le relais parce que sans quoi l'enfant devient
l'enfant de la famille une propriété de la famille et la famille en fait ce qu'elle veut. Si nous voulons que les enfants soient des républicains, des enfants au service de la nation, tous doivent être scolarisés de 6 ans, 5 ans, 6 ans, pourquoi pas. Si on a des écoles maternelles, eh bien les enfants iront à l'école maternelle. C'est une décision de l'État. Et on met les moyens, au lieu de trouver les moyens dans les maisons des gens. On met les moyens de l'État pour que dès l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, l'enfant peut aller à l'école maternelle. À défaut, ce n'est pas grave. À 6 ans, il est à l'école primaire. Et on met en place les programmes qui préparent l'enfant à la vie d'adulte, à la vie de citoyen, respectueux de lois de la République et à être un professionnel, peu importe le domaine. On peut définir tous ensemble quels sont les domaines les plus importants chez nous. Nous connaissons nos besoins. Le secteur primaire, quels sont les besoins? Le secteur secondaire, quels sont les besoins? Le secteur tertiaire, quels sont les besoins? Dans les différents secteurs. Et on fait appel à ceux qui peuvent nous accompagner dans ce projet-là. Parce que nous avons une population qui est très jeune, qui est une charge, et l'État ne peut pas dilapider l'argent public au lieu de s'occuper de la jeunesse. Et cette jeunesse doit travailler, être productive au service de la nation. Et nous avons une classe. Alors, je ne vais pas revenir dans la démographie, mais quand vous regardez notre pyramide des âges, on a quand même à peu près 250 ou 300 000 personnes de plus de 70 ou 80 ans. Et bien, ça aussi, c'est une charge. Mais on ne peut pas garantir l'avenir du Congo si 70%, 80% de la jeunesse, on le laisse de côté. Ça, ce n'est pas possible. Donc, voilà, chers téléspectateurs, ce que je comptais partager avec vous dans cet édito sur la jeunesse congolaise, les difficultés qu'elle rencontre et quelles sont les pistes de réflexion pour s'en sortir. J'espère que vous allez être nombreuses à aimer cet exposé, que vous allez liker, partager. N'hésitez pas de vous abonner si nos interventions sur R7 vous intéressent, et je pense que ça vous intéresse vraiment, puisque nous sommes là pour l'éveil de la conscience, pour que chaque Congolais comprenne dans quel pays nous sommes, un pays riche, un pays qui a des potentialités, mais que pour le moment, qui est mal dirigé, avec des gens qui sont dans l'accumulation pulsionnelle des besoins. Ils sont tellement narcissiques, ils sont tellement narcissiques qu'ils ont du mal à voir de côté de l'autre qu'il y a la population qui souffre, et surtout la jeunesse. Et le drame de Narcisse, c'est qu'il s'aimait tellement lui-même qu'il se penchait souvent au-dessus des cours d'eau pour regarder son beau visage magnifique et tout, donc incapable d'aimer et de sentir ce que les autres sont à côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est tombé dans l'eau et il en est mort. Donc, le pouvoir que vous avez là, ne vous inquiétez pas, il finira par disparaître par ses propres contradictions, du fait que c'est un pouvoir qui n'a pas de lendemain, du fait qu'il est mal utilisé, il est mal géré. Mais vous avez l'arme pour vous battre au nom de la Constitution. Prenez juste la Constitution comme arme, vous les battez et vous les mettez dehors pour construire une vraie république, un vrai État et une vraie nation congolaise. Merci à vous et bonne semaine à toutes et à tous.